Alors dans cette vidéo, on va explorer ensemble pourquoi le franc suisse et le yen japonais sont considérés et font office de valeur refuge dans le marché Forex. Alors la raison pour laquelle je te fais cette vidéo, c'est que beaucoup de personnes ont des informations telles que le franc suisse et le yen japonais sont des valeurs refuges sans avoir les réelles raisons qui sont derrière. Et c'est généralement ça qui va différencier des connaissances simples et une réelle compréhension des marchés et de l'économie qui nous entoure. Alors on va premièrement explorer les raisons qui font que le franc suisse est considéré comme une valeur refuge, puis ensuite on va s'intéresser au yen japonais, puis ensuite on va s'intéresser à un des points communs qui les lie et qui, on va dire, conclut un petit peu la raison pour laquelle elles font office de valeur refuge, surtout dans des moments risk-off ou risk-on, chose que je vais aussi t'expliquer. Alors premièrement, comme je le disais, le franc suisse est considéré comme une valeur refuge. Qui dit valeur refuge, c'est tout simplement un asset dans lequel les personnes vont avoir tendance à déployer du capital quand il y a de l'incertitude ou les choses vont mal. C'est donc considéré comme une valeur refuge. Une autre valeur refuge que tout le monde connaît serait évidemment l'or. Bon, je ne vais pas déployer sur mon avis sur l'or, on va se concentrer sur le franc suisse. Mais donc ça, c'est ce qui définit une valeur refuge, un asset qui va prendre de la valeur quand les choses vont mal. Alors un des premiers atouts qu'a la Suisse qui fait du franc suisse une valeur refuge, c'est sa stabilité économique. Si on regarde ne serait-ce que le taux de chômage, on peut le voir ici, d'accord? Le taux de chômage pour donc les 20 économies les plus importantes de notre monde, on voit que la Suisse est en pole position avec Singapour avec seulement 2% de taux de chômage. Et historiquement, le taux de chômage en Suisse a toujours été très bas par rapport aux autres économies importantes. En comparaison, tu peux voir que la France, elle, est à 7,2% de taux de chômage, ce qui n'est d'ailleurs pas un taux de chômage extrêmement haut historiquement pour la France non plus. Mais donc tu vois ici bien que la Suisse a réellement cet avantage d'un taux de chômage extrêmement bas. Qui dit un taux de chômage très bas dit une économie bien plus stable. On peut voir historiquement aussi justement l'évolution de ce taux de chômage qui est donc actuellement à 2%, alors certes qui est historiquement bas, mais tu peux voir que même sur des highs, donc évidemment là on a eu la crise des subprimes qui a fait augmenter le taux de chômage, ça a été le cas en France, ça a été le cas en Angleterre, ça a été le cas aux États-Unis, mais en Suisse tu peux voir qu'on n'a même pas atteint 4,5% de taux de chômage pendant la crise des subprimes, ce qui est moins que le taux de chômage français actuel. Si on regarde aussi maintenant le PIB par habitant, on va aussi se rendre compte que le PIB par habitant en Suisse est extrêmement élevé. Encore une fois, pour le G20, on est en pole position numéro 1 et de très loin en plus devant Singapour par exemple. Et de la même manière, le PIB par habitant, le GDP per capita, fait que augmenter à peu près année après année. On peut voir que les seules années quand ça n'a pas augmenté, ça a été encore une fois la crise des subprimes, la crise du Covid, des événements qui ont affecté toutes les économies. Mais encore une fois, donc ça nous montre la stabilité économique de la Suisse, qui bénéficie aussi d'une solide infrastructure financière. Le deuxième atout de la Suisse qui donne ce statut de valeur refuge au franc suisse, c'est sa stabilité politique. Le pays est évidemment connu pour sa neutralité dans les conflits internationaux, ce qui évidemment diminue la volatilité de son économie interne vis-à-vis des différents conflits ou des différents problèmes géopolitiques. Autre chose qui va aussi bénéficier la Suisse, c'est son système bancaire solide. Je pense que tu le sais très bien, les banques suisses sont reconnues mondialement pour leur solidité et leur discrétion, même si on va dire que dans les dernières 5 années, les choses ont un petit peu changé. Mais donc évidemment, de manière générale, avoir un système bancaire extrêmement solide et extrêmement fort va toujours attirer des investisseurs, spécialement dans des moments un petit peu de détresse, des moments de conflit, des moments qu'on appelle risk-off. Il faut bien que tu comprennes que sur les marchés financiers, on a risk-on et risk-off. Risk-on, c'est quand tout simplement les investisseurs veulent prendre du risque. Donc imaginons que je suis de bonne humeur, j'ai l'impression que les choses vont bien, je vais plutôt être risk-on. Et donc de manière générale, quand on voit par exemple les actions américaines, les indices boursiers américains prendre de la valeur, on a tendance à dire qu'on est dans un environnement risk-on parce que les investisseurs sont en train de prendre du risque. Donc acheter, investir dans des actions. Généralement quand on est en risk-on, les investisseurs vont aussi investir par exemple dans les cryptos, d'accord? Et à l'inverse, risk-off, les investisseurs vont plutôt enlever l'argent qu'ils ont dans les actions parce que peut-être il y a des conflits, peut-être il y a de l'incertitude et c'est ça qui va avoir donc un effet risk-off. Donc juste pour que tu comprennes cette histoire de risk-on et risk-off. Autre chose qui aide aussi le franc suisse à avoir ce statut de valeur refuge, c'est tout simplement la Swiss National Bank. Donc la Banque nationale suisse a, j'ai envie de dire, la mauvaise habitude d'intervenir sur le marché d'échange, donc sur sa propre monnaie, sur le franc suisse, pour essayer de réduire la valeur du franc suisse de manière artificielle finalement en manipulant les marchés.
Alors c'est quelque chose que d'autres banques centrales peuvent faire, mais la Swiss National Bank est extrêmement connue pour le faire, continue de le faire et c'est vraiment pas surprenant. Récemment, on a Bank of Japan, donc la banque centrale du Japon, qui a eu tendance aussi à bien plus manipuler sa monnaie qu'auparavant, mais historiquement, et c'est toujours le cas, Banque nationale suisse a toujours été très connue pour manipuler le cours de sa propre monnaie. Alors d'un premier abord, une manipulation des taux de change d'une banque centrale, ça paraît pas forcément bon, surtout pour un trader, mais en fait, il faut le voir d'un point de vue d'un investisseur. Et donc, cette manipulation de la Swiss National Bank, tout simplement, offre une certaine stabilisation des taux de change. Il faut bien que tu comprennes que la Swiss National Bank n'intervient pas sur le marché des changes pour aller foutre le bordel et puis ramener de la volatilité. Non, c'est pas son but premier. Son but premier, c'est évidemment de stabiliser justement les taux de change et de réduire la potentielle surinflation de la valeur du franc suisse par rapport à d'autres devises. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une augmentation de la valeur du franc suisse à long terme a un impact direct sur l'économie suisse parce que tout simplement les exports deviennent plus chers. Et on va aussi en parler, mais la Suisse exporte énormément, donc pour elle, garder le taux de change de sa monnaie le plus bas possible est intéressant. Et aussi intéressant évidemment pour tout investisseur qui a du commerce en Suisse. Et donc justement, l'intervention de la Banque nationale suisse peut aider de nouveau la compétitivité de l'économie suisse. Donc tout ça finalement constitue les atouts cruciaux dont bénéficie la Suisse et dont bénéficie évidemment le franc suisse, ce qui donc explique son statut de valeur refuge. Alors maintenant, intéressons-nous au Japon et au statut de valeur refuge du yen japonais. Alors, première chose à noter, c'est que le Japon maintient un excédent de la balance courante, ce qu'on appelle le trade balance, ce qui signifie tout simplement que le Japon exporte bien plus qu'il n'importe pour sa propre population. Alors ça s'explique tout simplement par son activité d'export qui est extrêmement forte, notamment automobile, machinerie, électronique. Enfin bref, je pense que tu sais le nombre de choses qui viennent du Japon et le nombre de technologies qui viennent aussi du Japon. Mais donc évidemment, cet excédent de la balance courante renforce la position économique du Japon et aide un petit peu à donner au yen japonais son statut de valeur refuge. Un autre des atouts du Japon, alors ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est sa dette interne élevée. Alors certes, elle est très élevée, mais vraiment particulière. Alors pourquoi est-ce que je te dis particulière? Tout simplement parce que malgré que le fait que la dette nationale soit extrêmement élevée par rapport au PIB du Japon, finalement la grande majorité de cette dette est détenue par des créanciers nationaux. Ça veut dire que près de 90% de la dette japonaise est détenue par des banques japonaises, par des institutions financières japonaises, par des assurances japonaises, par des citoyens japonais et non pas par d'autres pays ou par d'autres institutions internationales. Donc je pense que tu comprends bien que cette situation de la dette au Japon offre au Japon une stabilité économique interne et comme si c'était pas suffisant, en plus de ça, le Japon est connu historiquement pour avoir quasiment tout le temps les taux d'intérêt les plus bas au monde. Actuellement, le Japon a des taux d'intérêt négatifs dans un contexte mondial où toutes les banques centrales sont en train d'augmenter les taux d'intérêt. Et par exemple, aux États-Unis, on a des taux d'intérêt qui sont à 5,5%. Et au Japon, on est toujours à 0,1%. Alors d'ailleurs, pour toutes les personnes qui tradent le marché Forex, je pense que tu peux comprendre pourquoi on voit le yen japonais se péter la gueule pendant toute l'année 2023. Parce que évidemment, tu as ton argent aux États-Unis qui est pas une économie farfelue avec énormément de risques non plus, une économie qui est stable. Tu prends 5,5% sur ton argent, tu as ce même argent au Japon, on te prélève 0,1% à l'année. Donc, où est-ce que tu vas mettre ton argent? Bon, évidemment, tu vas le mettre en dollars, d'où la raison pourquoi le dollar s'est apprécié. Le yen japonais perd de la valeur pendant tout 2023. Tu peux regarder dollar-yen et ça devrait t'expliquer tout ce que tu devrais savoir. Mais donc, ce que je disais par rapport à la situation de la dette au Japon, c'est que donc le Japon, qui doit 90% de sa dette à ses propres citoyens, peut emprunter à l'intérieur même de son propre pays à des taux qui sont littéralement négatifs. Donc, le Japon ne souffre pas d'intérêts monstres qu'il doit repayer à des entités internationales. Et donc ça, évidemment, ça réduit considérablement le fardeau des intérêts de la dette. Un autre effet secondaire de ces taux d'intérêt extrêmement bas, c'est tout simplement l'absence des pressions externes, encore une fois, de d'autres pays qui pourraient avoir sur le Japon, parce que tout simplement, le Japon ne leur doit rien. Donc encore une fois, pour un investisseur, quand on est dans un environnement risk-off, ton argent, tu es obligé de le mettre quelque part. Évidemment, quand quelque chose perd de la valeur, cette valeur-là va quelque part d'autre. C'est comme ça que marche la finance, c'est un gros pot, et l'argent bouge vers différents secteurs.
secteur, d'accord? Et donc, de l'argent va aller dans le yen japonais dans des moments d'incertitude parce que, encore une fois, là, je viens de t'expliquer vraiment plein de raisons pour lesquelles le Japon et le yen japonais est considéré comme une valeur refuge. Si on va voir d'ailleurs les taux d'intérêt qui, comme je te dis, sont à moins 0,1% au moment où je te fais cette vidéo, on peut voir que historiquement, donc là, j'ai regardé sur les derniers 25 ans, bon, voilà, on a pic à 0,5% de taux d'intérêt en 2008. Sur les derniers 25 ans, le taux d'intérêt le plus élevé était à 0,5. En comparaison, si on regarde l'Australie, qui encore une fois, l'Australie n'est pas une économie farfelue, là je te compare pas ça à l'Argentine, je te compare pas ça au Venezuela, on regarde l'Australie. Actuellement, les taux d'intérêt en Australie sont à 4,35%, ça a été la dernière décision de la RBA, de la Reserve Bank of Australia, qui a décidé d'augmenter ses taux d'intérêt. Donc ça, ce sont les taux d'intérêt actuels, donc évidemment bien plus élevés que les moins 0,1% de Bank of Japan. Mais historiquement, tu peux voir qu'on a fait un top qui était à 7,2%, encore une fois ici, en 2008. Mais alors, cette situation des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas au Japon m'amène à mon dernier point, qui est que le yen japonais et le franc suisse, parce qu'il faut savoir que la Suisse et le franc suisse bénéficient aussi de ces taux d'intérêt qui sont historiquement bas en Suisse, mais donc les taux d'intérêt bas de ces deux monnaies en font des monnaies extrêmement attrayantes pour faire ce qu'on appelle du carry trading. Alors si tu sais pas ce que c'est le carry trading, je t'invite grandement à aller checker cette vidéo où je t'explique le carry trading, tout ce qu'il faut savoir dessus. Mais tout simplement, le carry trading, c'est le fait de placer de l'argent sur une paire de monnaies pour gagner le swap. C'est-à-dire qu'on va pas faire une spéculation en pensant que cette monnaie va prendre de la valeur par rapport à celle-ci. Non, on est en train de jouer sur le différentiel de taux d'intérêt de deux économies. Je vais te donner un exemple. C'est d'ailleurs pourquoi là je t'avais pris Australie et Japon. Mais si on va tout simplement regarder les taux d'intérêt dans les économies les plus importantes, on va pouvoir voir que, donc encore une fois, les taux d'intérêt les plus bas sont au Japon actuellement à moins 0,1, puis en Suisse à 1,75, d'accord? En comparaison, les US, on est à 5,5. Mais donc, la meilleure opportunité de carry trading en ce moment, c'est tout simplement d'acheter dollar-yen. Alors, premièrement, le dollar apprécie par rapport au yen japonais, donc bénéf, de 1. Mais de 2, tous les soirs, les investisseurs sont payés, ils reçoivent un crédit sur leur compte parce qu'ils sont tout simplement investis dans le dollar qui les rémunère à 5,5% par an, d'accord? Donc ça, c'est la monnaie qu'ils ont achetée. Et la monnaie qu'ils ont vendue, c'est le yen japonais. Donc en quelque sorte, c'est un prêt qui lui est négatif à moins 0,1%. Donc c'est-à-dire qu'on te fait un prêt à moins 0,1% pour acheter une monnaie qui, elle, te rémunère 5,5%. Donc ton taux réel pour l'année, lui, est à 5,6%. C'est-à-dire en tenant dollar-yen pendant un an sur du spot, tu reçois 5,6% sur ton capital, sur ta position, seulement en swaps, sans prendre en compte l'augmentation du prix du dollar par rapport au yen japonais. Donc avec cette explication, je pense que tu comprends qu'à des fins de carry trade, le yen japonais et le franc suisse sont deux monnaies qui sont extrêmement utilisées en tant que ce qu'on appelle funding currency. Mais donc justement, quand on a des moments qui sont risk off, je te rappelle, risk off, c'est quand les investisseurs veulent enlever des risques du marché. Donc on voit le S&P 500, on voit le Nasdaq, on voit le Dow, on voit les indices boursiers américains se péter la gueule, on rentre en risk on. Tout simplement, dans ce genre de scénario, les investisseurs vont avoir tendance à offload, donc à réduire leur exposition à leur carry trade. Mais qu'est-ce que je viens de te dire? Que le yen japonais et le franc suisse sont les funding currencies de ces carry trades. Donc si tout le monde est par exemple en achat dollar-yen et dollar-suisse quand tout va bien et quand les choses vont mal, ils sont en train d'enlever du volume de leur carry trade qui était dollar-suisse et dollar-yen, qu'est-ce qu'ils vont en fait faire? Ils vont tout simplement revendre leur dollar, d'accord? Quand tu revends dollar-yen, tu revends tes dollars pour le refaire passer en yen japonais. Il y a donc un flux d'argent qui va dans le yen japonais et dans le franc suisse, ce qui confirme cet effet de risk off, c'est-à-dire les indices boursiers se pètent la gueule, le franc suisse et le yen japonais, eux, s'apprécient et continuent de confirmer leur place de valeur refuge. En petit aparté aussi, mais il faut bien comprendre qu'en finance, on a ce qu'on appelle un self-fulfilling prophecy, qui est tout simplement quand quelque chose arrive de manière régulière et quelque chose qui est connu de tous, en fait, ça devient encore plus vrai parce que tout le monde se comporte de cette manière. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être avant de regarder cette vidéo, tu savais que le franc suisse et le yen japonais sont des valeurs refuge, des monnaies qu'il faut plutôt acheter quand on est en période de risk-off. Tu savais peut-être pas pourquoi, mais juste en ayant cette information, tu vas aller acheter du yen japonais et du franc suisse quand on est en risk-off. Donc en fait, le franc suisse et le yen japonais prennent encore plus de valeur parce que tout le monde sait plus ou moins que le franc suisse et le yen japonais sont des valeurs refuge. Bref, à l'inverse, quand on regarde le carry trading, mais quand les investisseurs vont plutôt être en risk-on et vont essayer d'aller chercher du rendement, aller chercher du risque, ils vont aller donc augmenter leur exposition à leur carry trade, donc augmenter leur exposition aux achats dollar-yen, aux achats dollar-suisse. Historiquement, le dollar australien a souvent été une monnaie avec des taux d'intérêt assez hauts,
Donc je sais que par exemple en 2018, moi j'avais de grosses positions carry trade sur Aussie Yen, donc dollar australien, yen japonais, quand les choses vont bien. Mais donc si beaucoup de personnes vont augmenter leur volume et leurs expositions au carry trade type dollar yen, Aussie Yen et qu'ils vont donc acheter ces paires de monnaie, tu achètes dollar yen et Aussie Yen, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de vendre du yen japonais, donc tu te débarrasses de tes yens, qui est donc une valeur refuge, en période de risk on. Donc bref, sur ce, j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu, j'espère sincèrement que tu auras appris quelque chose et que tu auras une meilleure compréhension des marchés et pourquoi est-ce qu'une monnaie prend de la valeur, pourquoi est-ce qu'une monnaie perd de la valeur. Comme je te disais, il y a des informations à avoir certes, mais c'est toujours bien mieux de réellement comprendre les raisons de ces informations pour pouvoir profiter des fluctuations des marchés de manière générale. Donc bref, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de like. Si tu as des questions, mets-les dans les commentaires. C'était Elliot, je te souhaite une bonne fin de soirée.